Bonjour à tous, Camille Leroux, comme l'a dit Pierrette, je suis en thèse CIFRE, encadrée par le Muséum et par Disciple Biodiversité. Je suis encadrée par Kevin Barret, chercheur postdoctoral au CESCO, par Christian Cardini et Isabelle Lebuel, qui sont maîtres de conférence au CESCO, et par Nicolas Vallée, qui est directeur au Disciple Biodiversité. Donc aujourd'hui, je vous propose de vous présenter les résultats d'une des études de la thèse, l'étude la plus aboutie, et je vous présenterai aussi une vision un peu générale de toutes les questions qui ont été soulevées pendant la thèse et des protocoles qui ont été mis en place pour y répondre, et de comment s'ancrent ces questions dans la séquence éviter, réduire, compenser. Donc pour commencer, un petit état des connaissances. Alors en 2008, il y a une étude qui est sortie qui a montré qu'on avait des chauves-souris qui s'approchaient des nacelles des éoliennes, laissant penser à des phénomènes d'attraction et donc à des risques accrus de mortalité par collision et par traumatisme. Ensuite, en 2012, une autre étude est sortie, publiée par les Anglais, qui montrait qu'on avait un phénomène de répulsion au niveau des petites éoliennes. Donc on est sur des éoliennes d'une hauteur d'environ d'entre 6 et 18 mètres, en hauteur de nacelle, comparé aux éoliennes en France où on est plutôt sur du 80-100 mètres de hauteur. Ensuite, en 2014, on a de nouveau une étude qui montre par caméra infrarouge thermique qu'on a des kilomètres au niveau des nacelles. Et en 2015, une étude qui est publiée qui montre, par une méthode d'acoustique, qu'on a tendance à avoir plus de chiroptères sans éolienne, donc dans des lieux sans éolienne, que sous éolienne. En 2016, un suivi GPS a montré qu'on avait des comportements différents des nocturnes, avec les mâles qui avaient tendance à éviter les parcs éoliens, tandis que les femelles avaient plutôt tendance à les traverser. En 2016, encore une étude de Minderman qui montre de nouveau un phénomène de répulsion sur des petites éoliennes, mais cette fois à l'échelle plus large, jusqu'à 500 mètres. En 2018, Kevin Barret publie une étude où il montre que l'activité des chiroptères au niveau des haies diminue lorsque l'on s'approche des éoliennes. Et enfin, l'année dernière, une étude de Richardson qui montre que sous éolienne, on a tendance à avoir plus d'activité des chiroptères que sans éolienne. Et il y a quelques semaines, une autre étude est sortie, publiée par les Allemands, qui ont fait un suivi GPS sur les noctules et qui montre qu'on a une grande variation interindividuelle avec des individus qui sont attirés par les éoliennes et d'autres qui ont tendance à les éviter. Et il semblerait que ces phénomènes soient déterminés par plusieurs facteurs. L'échelle d'étude, le diamètre du rotor ou encore le paysage. Donc maintenant je vais vous présenter mes axes d'études selon la séquence ERC, donc séquence éviter, réduire, compenser, instaurée en 1976 pour essayer de minimiser les impacts des projets sur l'environnement. Et donc qui passe par un évitement au maximum des impacts des projets dans un premier temps, ensuite par une réduction des impacts qui n'auront pas pu être évités, et en dernier recours par de la compensation. Donc bien sûr, pour pouvoir éviter les impacts, il faut savoir les caractériser, donc il faut connaître quels sont ces impacts. Or, comme on l'a vu précédemment dans l'état des connaissances, les connaissances sur l'effet des éoliennes sur l'utilisation des habitats par les chauves-souris est un peu tarabiscotée. Donc, qu'est-ce qu'on s'est demandé? En premier lieu, on s'est demandé quelle était la nature de l'impact. Donc, en partant sur une question assez simple, quelle est la nature de l'impact au niveau de l'habitat favorable? Et on s'est proposé d'utiliser un protocole très standardisé qui est le protocole Before After Control Impact, que vous connaissez peut-être, et qui consiste à évaluer, dans notre cas, les niveaux d'activité des chauves-souris avant l'implantation d'éoliennes et après mise en service. Et donc, pour cela, on utilise aussi un site qu'on appelle un site contrôle. Et on va évaluer en fait si la différence d'une année sur l'autre est la même sur le site impacté que sur le site contrôle. Donc ça va nous permettre de savoir si on a bien un effet des éoliennes ou et pas plutôt un effet par exemple année qui serait dû à des conditions météo et donc on aurait même sur les deux sites. Donc jusqu'ici on a échantillonné 19 sites en 2020. Ensuite, les taux, c'est un peu resserré puisqu'on avait besoin de sites qui s'étaient construits entre 2020 et 2021. Donc on a pu en échantillonner que 7 sur les 19, échantillonner la deuxième session.
Donc ensuite, on s'est demandé, on est parti sur une question un petit peu plus complexe, et on s'est demandé si la nature de l'impact pouvait varier selon les habitats. Donc on est parti de cette étude, enfin de la connaissance du pattern de décroissance de l'activité des chiroptères avec la distance à l'année. On sait, de ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'on a tendance à avoir des phénomènes de répulsion sur des habitats favorables. Et on sait aussi qu'on a des phénomènes d'attraction à échelle plus locale dans des habitats ouverts. Et on s'est donc demandé si l'effet des éoliennes pouvait venir altérer le pattern de décroissance d'activité des chiroptères selon la distance à l'année. Donc notre hypothèse, c'est qu'on aurait de la répulsion proche de la haie, donc dans un habitat favorable, et qu'on aurait plutôt de l'attraction en s'éloignant de la haie en milieu ouvert. Donc ce qui résulterait à ce pattern-là que vous pouvez observer en bas à droite. Donc comment on a testé ça? On a testé ça via un échantillonnage appareillé. On est parti de ce principe-là, c'est-à-dire que si vous vouliez étudier par exemple le pattern d'activité des chiroptères selon la distance à la haie, une façon de le faire serait de poser des détecteurs à différentes distances de la haie. Maintenant, si on veut évaluer l'impact de l'éolienne sur ce pattern-là, il suffit, entre guillemets, de faire la même chose, mais en présence d'éoliennes. Donc on a fait des paires avec des détecteurs placés sous éolienne et pas sous éolienne, pour la même distance à l'année. Au total, on a échantillonné 65 paires au mois de septembre, en échantillonnant chaque nuit 3 classes de distance à la haie, proche de la haie, donc de 10 à 43 mètres, on sait que l'activité des chiroptères est importante, puis de 43 à 100 mètres et de 100 à 283 mètres. On a vérifié qu'il n'y avait pas de biais dans l'échantillonnage et qu'on n'avait pas, par exemple, des points sous éolienne qui étaient systématiquement plus proches de l'eau ou des forêts par rapport à des points qui ne seraient pas sous éolienne. Et on a mené les analyses sur différents groupes de chauves-souris, donc sur les écolocateurs à courte distance, à moyenne distance et à longue distance. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'ils ont des niveaux de sensibilité différents à l'éolien, que ce soit en termes de perte d'habitat ou de mortalité. Et donc, ce qu'on observe pour les chauves-souris écolocateurs, donc tout ce qui est murin et oreillard, c'est qu'on retrouve bien en gris le pattern auquel on s'attendait, donc moins de chauves-souris au fur et à mesure qu'on s'éloigne des haies. Par contre, en rouge, sous présence d'éoliennes, on a un pattern qui est complètement aplani et différent. Pourquoi? Parce qu'en fait, proche de la haie, on a moins d'activité sous éolienne que dans des habitats sans éolienne. Donc on a un phénomène de répulsion quand on est proche de la haie. Au contraire, lorsqu'on s'éloigne un peu de la haie, on est sur de l'attraction avec une activité plus haute sous éolienne que sans éolienne. Et lorsqu'on s'éloigne un peu plus, on ne trouve pas d'effet significatif. Ensuite, pour la pipistrelle, on retrouve un effet similaire de répulsion proche de la haie, mais on ne retrouve pas cet effet d'attraction un petit peu plus loin. Et enfin, pour les sérotines et les noctules, on retrouve les mêmes effets que pour les oreillards et les murins, avec de la répulsion et l'attraction, bien que l'attraction soit un petit peu moindre dans ce cas-là. Mais en tout cas, on a des patterns qui sont cohérents entre les trois groupes. Donc voilà, donc maintenant qu'on a apporté des éléments de réponse sur la nature de l'effet, et qu'on sait que le type d'habitat peut influencer la nature de l'effet, on s'est demandé comment on pouvait éviter ces impacts-là. Donc on peut déjà essayer d'optimiser la planification en plaçant des éoliennes le plus loin possible de haies, mais aussi en essayant de déterminer jusqu'où va l'impact et s'il y a des paysages qui sont, des contextes paysagers qui sont entre guillemets plus sensibles à ces impacts-là. Donc pour cela, on a placé des enregistreurs sur des haies à différentes distances des éoliennes jusqu'à 1500 mètres pour déterminer la limite de l'impact. Et on a reproduit cette manip en Bretagne dans des contextes paysagers et en France dans des contextes où on a beaucoup plus de milieux ouverts pour pouvoir comparer le type d'effet, l'étude de l'effet. Ensuite, on s'est demandé comment on pourrait réduire les impacts qui n'ont pas pu être évités avec notamment de la planification.
Donc pour cela, on a essayé de déterminer quels étaient les mécanismes à l'origine de ces effets-là. Et on s'est demandé si le balisage lumineux pouvait en fait originer que ce soit un effet d'attraction ou de répulsion, puisqu'on sait que la pollution lumineuse, si vous étiez là hier, affecte les chauves-souris différemment selon les espèces, différemment selon les échelles. Et donc pour cela, on est allé faire une expérimentation en Allemagne. Pourquoi en Allemagne? Parce qu'en Allemagne, ils ont un système dont ils équipent les éoliennes qui permet que les éoliennes ne s'allument, allumer la lumière, qu'en présence d'aéronefs autour du parc éolien. Donc en fait, on va avoir des éoliennes qui vont s'éclairer toute la nuit, comme en France. On va avoir certaines éoliennes qui vont être éclairées en moyenne 5% de la nuit. Et donc on a comparé des sites sous éoliennes avec un éclairage continu au cours de la nuit, des sites avec des éoliennes qui sont éclairées que 5% de la nuit et des sites sans éoliennes. Une autre hypothèse, basée notamment sur la littérature, serait que la vitesse de rotation pourrait jouer sur l'effet, notamment sur l'amplitude de l'effet. Donc pour tester ça, on avait besoin d'un gradient de vitesse de rotation, donc on a échantillonné tous les points dont je vous ai parlé précédemment sur plusieurs nuits, pour pouvoir voir si selon la vitesse, l'effet était différent. Donc sur ces analyses-là, on a prévu, donc c'est des analyses qui sont en cours, on a prévu de prendre en compte différents facteurs, dont la garde au sol, la direction du vent, la vitesse du vent, le diamètre du rotor et la vitesse de rotation. Ensuite, toujours dans l'optique d'optimiser la réduction des impacts, on s'est demandé si les impacts se produisaient plus ou moins selon certaines périodes. Et pour cela, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un échantillonnage sur plusieurs saisons. Donc les 155 points échantillonnés en Bretagne ont été échantillonnés au mois de juin et au mois d'octobre. Donc exactement les mêmes points, mais à des périodes différentes. Enfin, comme dernier recours, on a cherché à identifier des mesures de compensation optimales pour les chiroptères, en faisant un focus sur les haies. Et donc on s'est demandé quelles haies planter, où les planter, selon quelle configuration paysagère elles allaient être plus favorables aux chiroptères. Et donc pour cela, on a fait appel au réseau de sciences participatives Vigichiro, donc merci beaucoup à ceux qui ont participé. Et donc le protocole consistait à échantillonner des haies toute une nuit et à caractériser ces haies selon un formulaire qu'on a fait passer, donc avec des caractéristiques liées à la gestion des haies, à la structure, à leur implantation, etc. Donc pour conclure, ce qu'il y aurait à retenir de tout ça en termes d'application sur le terrain, c'est qu'il faut implanter les éoliennes le plus loin possible des haies, dans la mesure du possible, puisqu'on a vu que si on place les éoliennes entre 10 et 43 mètres des haies, on va avoir des risques de perte d'habitat au niveau du site d'implantation d'éoliennes. Si on la place un peu plus loin, on a des risques accrus de collision, toujours au niveau du site d'installation d'éoliennes, du coup là je parle vraiment d'un effet local. Et jusqu'à 1 km des haies, on a des effets qui ne sont pas des effets locaux, mais des effets à plus large échelle avec des risques de perte d'habitat au niveau des haies. Donc ça, c'est une étude de Kevin Barrett de 2018. Ensuite, une autre piste, ça serait de minimiser le diamètre du rotor, puisqu'on sait que plus on a un rotor, un grand rotor, plus on a de volume à risque pour les collisions. Et l'étude publiée au mois de février montre qu'on aurait a priori plus d'attraction pour des rotors plus grands. Donc on a aussi une augmentation du risque d'attraction. Et on se demande si est-ce que le diamètre du rotor peut aussi jouer sur la répulsion, et notamment via la vitesse de rotation et ce que ça implique. Et du coup, on va essayer de tester ça, puisqu'on a un gradient suffisant dans le jeu de données. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'il faut vraiment minimiser le diamètre du rotor, ou est-ce que c'est plus intéressant de minimiser la densité d'éoliennes. Donc ça, on n'est pas en mesure de le tester, et ça reste une question intéressante pour la planification. Et enfin, en termes de réduction des impacts, là c'est vraiment des questions ouvertes, puisqu'on n'a pas encore de résultats définitifs, mais on se demande si ça pourrait être intéressant d'instaurer en France un système ADLS comme en Allemagne, qui permettrait de réduire le balisage lumineux des éoliennes, la durée en tout cas d'éclairage pendant la nuit.
et le bridage, qui reste une piste sérieuse au moins pour réduire la mortalité et potentiellement pour réduire les effets sur l'utilisation des habitats. Voilà, donc un grand merci aux partenaires financiers techniques de la thèse et notamment aux participants de Vigikiro, et merci pour l'organisation de cette rencontre. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Kevin Barré, je travaille au CESCO, au MNHN. Et donc là, je vais vous présenter une étude que j'ai menée avec plusieurs collègues, qui a été financée par France Énergie Éolienne et qui avait vocation à étudier les différents facteurs d'influence de l'activité qui vont faire un install d'éolienne. Et je vais aussi vous présenter quelques opportunités de bridage que je vois, de bridage multifactoriel à partir de la reprise. Donc je ne vais pas répéter ce qu'a dit Camille juste avant, mais donc on a deux grands types d'impact qui sont documentés. Tout d'abord les perturbations d'usage de l'habitat et les risques de collision. Et moi c'est vraiment sur ce second point sur lequel je vais me concentrer. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'on a un risque de collision qui va différer entre les espèces, évidemment, qui ont des stratégies de vol différentes, plus ou moins migratrices, etc. Donc elles ont vraiment un usage qui va, en termes de gradient d'altitude de vol, qui va différer. Ça c'est confirmé donc, par une étude de Charlotte Romer qui montre que la sensibilité aux collisions finalement elle va être très corrélée autant que les individus passent en hauteur, que les espèces passent en hauteur. Donc on a deux grandes façons de réduire les risques de collision, c'est déjà anticiper les zones à risque en termes de couloirs de migration, de paysages à risque, etc. Donc là on est plus dans une approche de planification. Et la deuxième façon, c'est l'arrêt des éoliennes dans des périodes à risque, typiquement une météo favorable et certaines périodes, donc avec des stratégies de bridage. Donc moi, c'est vraiment sur ça que je vais me concentrer. Donc tout d'abord, le bridage unifactoriel sur la base de seuil de vent, c'est ce qu'il y a de plus commun, c'est ce qui est fait quasiment tout le temps. Et donc ça montre une efficacité qui est relativement imparfaite. Là, ici, vous avez une figure qui vous montre l'évolution du risque de collision avec la vitesse du vent. Enfin, en gros. Et donc, ce qu'on voit, c'est que plus la vitesse du vent augmente, et moins on va avoir de risque de collision. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on peut avoir des points un peu aberrants, entre guillemets, pour lesquels on a quand même de la mortalité dans des conditions de vent élevées. Donc ça montre que c'est probablement une méthode qui est parfaite. Et ça, c'est confirmé par deux méta-analyses très récentes qui ont agrégé en fait différentes études publiées sur le bridage pour en faire une analyse plus globale. Donc là, vous avez ici sur ces graphiques en fait l'évolution de la réduction du risque de collision avec l'augmentation du seuil de bridage sur la base du vent. Donc ce qu'on voit, c'est que plus on va augmenter le seuil de bridage, et moins on va avoir de risque de collision. Ce qui est intéressant, c'est que ces études-là, elles montrent qu'on a malgré tout une efficacité qui va être variable, ça j'y viendrai après. Mais le plus intéressant, c'est de voir qu'en fait, chaque mètre seconde de vent supplémentaire va être très important. Je dirais même chaque dixième de mètre seconde de vent. Et notamment, ce qu'on montre cette étude, c'est que chaque mètre seconde va permettre de diminuer de 33% en moyenne le risque de collision. Et une autre chose, c'est ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est extrêmement variable. Donc pour un seuil de bridage donné, on va avoir finalement une variabilité d'efficacité vraiment très forte. Et surtout, une efficacité qui ne va jamais grimper jusqu'à 100%. Donc ça, c'est essentiellement lié au fait qu'il y a également d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, et notamment des déterminants spatiaux, donc, en particulier le paysage, des déterminants temporels avec évidemment la date, l'heure de la nuit, des déterminants météorologiques, donc température, pluviométrie, vent, et des déterminants plutôt liés à l'éolienne, donc son fonctionnement, ses dimensions. Et ces facteurs-là, en fait, ils sont déjà connus dans la littérature pour affecter à la fois le risque de collision d'un point de vue direct en termes de mortalité, et à la fois l'activité enregistrée en ACR.
tout en sachant qu'on a aussi des études qui montrent que l'activité en nacelle, finalement, elle est assez bien corrélée à la mortalité constatée au sol. Donc, pour mener des études complémentaires et aller plus loin sur des approches vraiment multifactorielles, ça nécessite évidemment beaucoup de données. Et on a un cas donc, en Allemagne avec le projet Renebat où justement ils ont produit une analyse vraiment multifactorielle. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la méthode qu'ils proposent, c'est un bridage multifactoriel en temps réel à partir d'algorithmes. Et les algorithmes, une autre chose qui est intéressante, c'est qu'ils sont entraînés en fait sur un très grand nombre de sites et de nuits. Donc là, vous avez des résultats en fait des courbes de réponse pour différents groupes d'espèces en fonction des trois grands types de paramètres météo, la vitesse du vent, la température et les précipitations. Et leur cadre de travail en fait permet de définir un seuil qui est un peu arbitraire. D'un seuil théorique en termes de nombre de cadavres par éolienne par saison. Et donc là, en Allemagne, ce qui est défini, c'est 2 cadavres maximum par éolienne par saison, donc c'est un peu ce qui est recherché. Et en appliquant leur algorithme, finalement, ce qu'ils obtiennent, c'est que à la fois ils arrivent à remplir les objectifs, et en plus de ça, ça engendre une perte de production de l'éolienne inférieure à 1%, ce qui est quand même relativement efficace. Par contre, dans cette étude, on n'a pas une prise en compte explicite du paysage, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. On a aussi le fonctionnement de l'éolienne elle-même qui n'est pas pris en compte, sachant qu'on sait dans la littérature que la rotation des pales, c'est vraiment quelque chose qui va aussi driver l'activité vraiment dans le volume de brasser. Et ensuite, on n'a pas de séparation entre espèces et guildes. Donc, dans ce contexte-là, j'ai voulu conduire un peu quelque chose de similaire en France, donc avec grâce à France Énergie Éolienne. Et donc, le principe, c'est que j'ai récolté en fait des suivis réglementaires post-construction, des suivis acoustiques en nacelle. Et donc, j'ai récolté les données brutes sur 64 éoliennes en France, ce qui amène en fait à 3 grands types de matériel utilisé, le batcorder, le batmode et le sound-meter-bat. Et ces 3 types de matériel-là amènent à en fait 7 combinaisons de matériel et sensibilité du matériel. Et au total, ça amène à 15 000 nuits environ. Et donc toutes ces données brutes-là, je les ai retraitées de façon homogène en utilisant le logiciel Federalia, développé notamment par Elba. Et ensuite, j'ai récolté aussi les données météo et fonctionnement des éoliennes auprès des exploitants directement. Et j'ai calculé évidemment des métriques paysagères. Donc ce que ça donne, c'est ça. Vous avez le listing de tous les sites et vous avez un peu l'étendue, la couverture temporelle en vert pour chacun des sites. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on couvre 3 années et demie, et que la couverture temporelle, notamment en 2019, est vraiment très impressionnante, avec quasiment l'entièreté de l'année qui est échantillonnée sur une immense majorité des sites. Donc j'ai monté des analyses à l'échelle de 3 guides pour faciliter un peu les choses. Donc 3 guides qui ont un comportement de vol contrasté et donc une sensibilité aux éoliennes et aux collisions contrastées également. Les long-range écolocators, LRE, qui sont des espèces donc, à vol rapide et qui vont voler assez aux lentilles, qui vont être assez sensibles aux collisions, donc c'est les noctules, les sérotines. Ensuite les mid-range écolocators, NRE, qui ont un vol peut-être un peu plus intermédiaire et qui volent un peu moins, de façon un peu moins déconnectée de la végétation, mais qui vont aussi être très sensibles aux collisions. Donc typiquement on est sur le groupe Pipistrelle, Terre. Et ensuite les chansons de écolocators, c'est qui sont donc les myotis, les Gotus, qui volent proche de la végétation, qui sont beaucoup moins sensibles en termes de collision. Donc le principe, c'est que j'ai modélisé en fait l'activité de ces 3 guides-là en fonction des différents facteurs possibles, en utilisant des modèles linéaires généralisés mixtes. Là, je ne vais pas m'étendre sur la méthode, c'est pas l'objet aujourd'hui, je pense. Donc le principe, voilà, c'est ça, c'est de mettre en relation l'activité avec les différents types de facteurs, donc notamment le matériel, le paysage, les paramètres relatifs aux éoliennes, les variables temporelles, donc là, ça sera la date, et différentes variables météo. Alors, en fait, un prérequis, comme on sait qu'en entrée, on a des données hétérogènes en termes de méthode d'enregistrement, le prérequis, c'est quand même de s'assurer qu'on a un niveau d'activité qui ne va pas différer entre
entre les types de matériel, et notamment que les différents facteurs qu'on va chercher à étudier, donc notamment le paysage, de s'assurer qu'on n'ait pas, par exemple, les centimètres qui soient significativement plus dans des paysages forestiers et bad mode peut-être dans des open fields, quoi. Parce que ça poserait des problèmes derrière d'effets confondants. Et donc ces inquiétudes-là, en fait, elles se révèlent en fait exactes. C'est-à-dire que là, la figure à droite, je ne la détaille pas, mais ça montre que pour les différents facteurs que je m'apprête à étudier, on a des très fortes fluctuations en fait dans les gradients couverts. Donc ça pose vraiment des problèmes d'un point de vue statistique. Et ensuite, ce qu'on observe aussi, c'est que en fait, là ici, vous avez la part de variabilité expliquée de l'activité par les différents facteurs. Donc là, je vous ai représenté 4 couleurs. En fait, en orange, vous avez le matériel. Ensuite, en vert, le paysage. En bleu, les conditions météo. Et en gris, tout ce qui est relatif aux éoliennes. Et donc, ce qu'on voit, c'est que le matériel, en fait, capte la grande majorité de la variabilité. Donc ça, c'est pas forcément normal. Donc, une solution que j'ai trouvée, c'était de m'affranchir de l'effet matériel pour étudier les facteurs d'influence un peu plus proprement. Et notamment, j'ai uniquement sélectionné les données de bad mode, parce que le bad mode, en fait, j'avais pas de variabilité de sensibilité, de paramétrage de la sensibilité, donc ça me permet d'avoir des données parfaitement homogènes. Et en plus, ce type de matériel-là représentait plus de 50% des données, ce qui permettait de faire des modélisations correctes. Donc voilà, donc je refais les modèles, cette fois-ci en supprimant l'effet matériel. Et donc ce que montrent les résultats, c'est tout d'abord des effets paysages. Alors je n'ai pas détaillé, mais on met quand même pas mal de variables paysages en entrée et on voit un peu ce qui est revenu. Donc ce qu'on voit, c'est que pour les 3 guides, on a du paysage qui est revenu dans les modèles. Et notamment, ce qu'on voit, c'est que comme attendu, l'augmentation de la qualité du paysage, elle augmente l'activité de toutes les guides en OCM. Je ne détaille pas forcément les métriques. Là, en haut, c'est des métriques plus de structure du paysage et en bas, plus de proportion. Et on a un résultat en bas à droite qui est un petit peu aberrant, c'est une relation positive entre l'activité des myotiques Lecotus et la proportion de surface imperméabilisée. Donc ça, on l'explique certainement par la création de pistes d'accès autour des éoliennes qui en fait créent des écotones, notamment dans les paysages forestiers. Et donc on suppose que ça crée des écotones qui favorisent l'activité des short range sur ces zones-là. Ensuite, on a aussi un effet de l'éolienne qui est très marqué. Alors, on n'a pas d'effet des dimensions. En fait, en réalité, on a un petit effet de la dimension du rotor pour un groupe, mais c'est pas très robuste. Donc, je vais me concentrer uniquement là sur la vitesse de rotation de pale. Et donc, en fait, on a un effet très fort pour les 3 guides et avec un pattern qui est vraiment similaire, à savoir qu'on a une diminution de l'activité avec l'augmentation de la vitesse de rotation des pales. Donc on pourrait dire, bah oui, mais c'est peut-être un effet du vent, parce qu'en fait, quand les pales tournent vite, on a beaucoup de vent. Et quand on a beaucoup de vent, on a de l'activité. Donc j'ai fait une vérification pour voir si ce pattern-là se vérifiait dans différentes catégories de vitesse de vent. Et donc en fait, on conserve le même pattern pour différentes vitesses de vent. On a vraiment un vrai effet de la vitesse de rotation de pale qui, à une échelle très locale du rotor, va venir répulser en fait les individus à mesure que la rotation de pale va s'accélérer. Ensuite, en ce qui concerne les effets météo et de la date, donc tout d'abord on observe un effet positif de la température, c'est les 2 graphiques du haut. Je ne détaille pas forcément trop les courbes. Un effet négatif de la vitesse du vent sur les 3 guides, donc pareil, ça c'est vraiment pleinement attendu. Et un effet négatif des précipitations. Ensuite, on a aussi 2 effets de la date pour 2 guides, donc les notules sérotine et les vipistrelles, avec à chaque fois un optimum qui se situe autour du mois d'août. Donc pareil, c'est relativement cohérent. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on a une absence de pic ailleurs. C'est vraiment la vraie relation. C'est vrai que dans d'autres configurations au sol, parfois on peut s'attendre à plusieurs pics dans l'année. Là, on a vraiment un seul pic marqué avec une activité croissante jusqu'au mois d'août et ensuite décroissante jusqu'au cœur de l'hiver. Donc ensuite, je me suis posé une question, c'est à partir de tout ça, de ces modèles, est-ce qu'on pourrait évaluer l'efficacité en fait, d'un bridage qui soit basé sur ces modèles-là, sur ces équations,
comparativement à des méthodes plus classiques de bridage sur la base d'un seuil de vent. Donc j'ai réalisé des simulations sur des données réelles existantes, sur les données sur lesquelles j'ai modélisé tous ces facteurs. Et je me suis amusé en fait à regarder ce que ça donnerait d'éteindre artificiellement les éoliennes, les arrêter, dans le jeu de données, en fonction de différents seuils d'activité prédits par le modèle, au-dessus de laquelle on considérerait qu'il faut stopper l'éolienne. Et j'ai fait la même chose pour un bridage plus classique, où là j'ai pris des seuils de vent que j'avais à disposition, et je me suis amusé à regarder voilà, ce que ça ferait si on stoppe les éoliennes au-dessus de tel et tel, enfin, en dessous de tel et tel seuil de vent. Et pour faire ça, je l'ai fait en deux grandes étapes. La première, c'était de quantifier en fait l'activité restante et le nombre de rotations de balles perdues pour chaque seuil d'activité prédite ou chaque seuil de vent. Ce qui me permet de reconstruire des relations. Donc là en haut, vous avez en fait la relation entre le seuil de vent en dessous duquel on doit arrêter l'éolienne, en relation avec l'activité restante que j'appelle à risque, en fait le pourcentage d'activité qui reste. Donc ça nous donne une certaine relation pour les deux méthodes. En haut, en noir, vous avez la méthode bridage classique sur seuil de vent, et en bleu, vous avez la méthode basée sur le modèle. Et en fait, la deuxième étape, c'est de mettre en relation en fait l'activité restante avec la rotation de balles perdues, qui est en fait un proxy de perte énergétique. Et ça nous permet en fait de tracer les courbes que vous avez à droite pour chacune des méthodes. Et comme ça, on peut vraiment comparer les courbes directement et de voir laquelle est plus efficace que l'autre, tout en sachant qu'une efficacité maximale, en fait, je ne sais pas si on va en faire ça, une efficacité maximale, en fait, ça donnerait une courbe ici qui soit complètement à 90%, en fait. Enfin, un angle à 90%. Voilà. Donc ce que ça donne, c'est que le bridage à partir d'un modèle multifactoriel est plus efficace qu'un modèle classique, qu'un bridage classique, pardon. Donc là, c'est ce qu'on voit ici sur ces figures. Si on prend l'exemple des nodules, on voit qu'en fait, pour une perte énergétique de 20% par exemple, eh bien, on va avoir un reste d'activité à risque beaucoup plus faible que pour un bridage basé sur le seuil du vent. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est de voir que, toujours sur ce niveau de 20% de perte de rendement, c'est de voir que finalement, pour les nodules, on sauvegarde entre guillemets 37% en plus de chauve-souris. Pour les mid-range, c'est un petit peu plus mitigé, c'est 13%. Et pour les short-range, donc Myotis et Lotus, c'est 45%. C'est un peu compliqué, mais on pourra en discuter. Donc, pour synthétiser, donc, évidemment, on a ce que montrent d'abord les analyses au tout début, c'est que la diversité du matériel et son paramétrage, en fait, elle doit vraiment être contrôlée en amont. Ça peut vraiment poser des problèmes derrière l'interprétation et de modélisation. On a l'ensemble des facteurs qui étaient attendus, qui influencent tous très fortement quasiment les trois guides, toujours. Donc ça souligne en fait l'importance de considérer l'ensemble de ces facteurs-là quand on construit des plans de bridage. Le bridage basé sur un modèle multifactoriel semble nettement plus efficace qu'un bridage basé sur un seul unifactoriel. Et après, qu'est-ce que j'ai mis ? Alors oui, ce qui est intéressant, c'est que ce modèle-là, je l'ai modélisé à un instant T, mais il faut imaginer que vu la quantité de sujets en nacelle qui est réalisée chaque année, on pourrait imaginer que ce soit une base de données qui soit quasiment mise à jour en temps réel et qu'on fasse retourner l'algorithme en continu dessus pour densifier la base et maximiser son efficacité. Voilà, et ensuite, alors j'ai pas pris le temps de le développer, mais j'ai fait un certain nombre de vérifications et notamment j'ai regardé à quel point de brider une éolienne à partir de mon modèle sur un site
complètement extérieur, qui n'a pas été inclus à la base de départ, à quel point c'est efficace. Et en fait, ce que ça montre, c'est que c'est tout aussi efficace. Et pourtant, on n'a que 35 sites, ça je ne vais pas préciser, mais j'ai fait une sélection sur les bad pour cette analyse-là, et on n'a que 35 sites. Donc pour quantifier un effet de paysage, 35 sites, c'est quand même pas lourd, et malgré ça, on voit qu'on arrive quand même déjà à une bonne efficacité. Donc ça offre des perspectives vraiment intéressantes, et notamment la prochaine étape, c'est de passer dans une échelle infranuit, parce que là c'est vraiment une échelle nuit, complète, donc qui est complètement imprécise et pas du tout opérationnelle dans l'étape. Donc voilà, la prochaine étape de passer dans une échelle infranuit, d'augmenter le nombre de sites, notamment pour couvrir des gradients paysagers beaucoup plus forts, et augmenter le nombre d'années couvertes pour un peu mieux cerner les variabilités interannuelles dans les réponses aux différents facteurs. Et aussi, pourquoi pas, d'inclure des interactions entre paramètres météo, parce qu'on sait que certains paramètres météo peuvent s'influencer mutuellement. C'est pas si simple que juste des influences complètement indépendantes. Je tiens à remercier différents collègues d'avoir aidé à paralyser cette étude. Également les différents collaborateurs, participants aux données, et les plateformes de traitement, la plateforme de traitement de P3. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation dans la même perspective. Je propose qu'on prenne quelques questions, effectivement, pas plus de loin. S'il y a des questions pour les deux présentations sur les éoliennes. Nathalie Lamont, merci Camille. Merci Kevin pour ces travaux qui avancent, en fait, qui nous permettent d'avancer aussi sur l'ensemble des facteurs qui peuvent impacter la mortalité des espèces de chauves-souris sous les éoliennes. Je suis partie. Je me pose la question de quelle façon on peut intégrer en fait tous tes travaux dans la rédaction de nos arrêtés de prescription et notamment dans les prescriptions sur les conditions et les facteurs de bridage. Parce que pour l'instant, on le fait de façon plutôt préventive, c'est-à-dire on va utiliser des facteurs, les indicateurs de température, de vent et aussi absence, par exemple, de précipitation. Si j'ai bien compris, en fait, si on veut intégrer beaucoup plus de facteurs, il faut qu'on ait en fait un retour sur l'ensemble des suivis qui sont réalisés en ASAP. Donc ces données-là, on les a pas en fait au moment où on va rédiger en fait l'arrêté de prescription en fait pour l'autorisation de l'exploitation du parc éolien. Donc ça voudrait dire qu'il faudra qu'on soit en capacité de revenir en fait au bout de quelques années sur les suivis qui ont été réalisés et qu'on adapte en fait nos prescriptions dans les arrêtés. Donc c'est-à-dire qu'on va changer les arrêtés. Donc est-ce qu'il n'y a pas un moyen quand même d'avoir de façon préventive un certain nombre d'éléments qui nous permettent en fait en amont de la mise en fonction du parc éolien d'avoir quand même des prescriptions, des conditions et des facteurs qui pourraient être intégrés dans ces arrêtés-là. Parce que je ne te le cache pas, et je pense que Laurent Trian peut le confirmer, un peu en bataille avec chaque porteur de projet en fait, sur les vitesses de vent. De quand on veut aller au-delà de 6 mètres secondes, c'est la bataille. De quand on veut augmenter la température, c'est la bataille. Si on avait quelque chose d'un peu plus prédéfini en termes de prévention, ça serait pour nous très utile. Oui, très bonne question. Pour moi, comme je disais, l'outil n'est encore pas opérationnel. Cependant, il existe quand même l'outil probable de Renevat en Allemagne qui est déjà opérationnel, qui peut déjà être mis en place. Moi, ce que je vois en termes de prescription et de façon d'intégrer ça, moi je le voyais plus comme une modélisation à l'échelle nationale et qui ensuite serait déclinée sur chaque site de manière systématique. En fait. Après, ça coûte un certain nombre de questions sur la façon de conduire l'étude d'impact.
Et enfin, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que à partir de suivi sur un site, on ne peut pas bâtir. Enfin, les suivis ne sont pas suffisants pour bâtir des algorithmes de bridage efficaces sur le site en fait. Donc, évidemment, lors de l'étude d'impact pré-construction, puisque à chaque fois les études sont plutôt faites sur ma mesure, en l'absence d'éoliennes, donc déjà on n'est pas dans les mêmes conditions en fait. Donc moi voilà, je pense que l'une des solutions de Prometheus, ce serait d'avoir plutôt une réflexion nationale avec une base qui soit alimentée régulièrement de tous les suivis en fait, et de produire une équation qui soit capable d'être appliquée sur chaque site. Peut-être que je vais un peu à côté des questions, mais... Oui, bonjour, Laurent Bourgoin, bureau d'études Naturalia. J'ai une question pour Kevin et si possible pour Kevin. Tout d'abord pour Kevin, du coup on a vu que pour une perte de 20% de productivité, donc on avait un résultat assez intéressant. Est-ce que tu as pu discuter justement avec des promoteurs éoliens? Je ne sais pas si le terme est bon, mais pour nous on peut se dire 20% c'est pas énorme. En promoteur, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que ça paraît faisable? Ouais, là, les 20%, en fait, c'est pas du tout à interpréter comme une vraie perte de rendement. Déjà, j'ai la perte de rendement, en fait, je la simplifie énormément en prenant le nombre de rotations perdues, enfin, le pourcentage de rotations perdues, ce qui est un proxy complètement imparfait. Et en plus de ça, on est sur une échelle unique. C'est-à-dire que dans mon jeu de données, quand je fais mes simulations, le critère de arrêter et ne pas arrêter une éolienne, c'est vraiment à l'échelle de la nuit. Donc en fait, les 20% dans une échelle intra-nuit, ils pourraient vite se transformer en 2% en fait. Par contre, j'ai pas encore fait ce travail-là d'aller vers les exploitants pour voir c'est quoi les pertes acceptables. C'est toujours un débat un peu délicat. Mais en tout cas, si on fait le parallèle avec l'étude de René-Watt, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas au même résultat. Eux arrivent quand même à une perte de rendement inférieure à 1%. Ce qui, je pense, est quand même bien acceptable. Si possible, vite fait pour une question pour Camille. Concernant les données récoltées pour caractériser les haies et les activités découvertes, est-ce que du coup vous avez assez de taux d'échantillonnage pour pas qu'il y ait un biais potentiellement telle haie, c'est pas du tout sur le groupe de vol des chiroptères, peut-être qu'il y a une zone où il va y avoir plusieurs maternités à proximité, que d'autres sites se trouvent sur une zone vraiment peu empruntée par les chiro. Est-ce qu'il n'y a pas un biais derrière potentiel à ce niveau? Je ne sais pas si je suis assez clair, mais est-ce qu'on ne risque pas de comparer des choses qui ne sont pas comparables? Je n'ai pas tout entendu dans la question. De ce que j'ai compris, c'est est-ce qu'il y a des biais, est-ce qu'il pourrait y avoir des biais sur l'échantillonnage des données liées aux haies, c'est ça? Oui. Ok. Oui, potentiellement. Potentiellement, il pourrait y avoir des biais. Alors pour l'instant, cette expérimentation, on n'a pas encore analysé les données. Pour ce qui est des colonies à proximité, je crois que vous les avez mentionnées. Je pense que c'est compliqué à prendre en compte du fait qu'on n'aura jamais probablement une liste parfaite de tous les sites et que peut-être que ça inclurait encore plus de biais que de prendre en compte que certaines colonies et pas d'autres. Donc je pense qu'il faut partir du fait qu'on a potentiellement ce biais-là, mais on l'a sur tous les sites d'études. Après, je pense que, on collecte, on a déjà 400 points. Donc peut-être que les biais risquent d'être, avec un peu de chance, seront noyés, on va dire, dans la quantité de données qu'on a. Et ce qu'on regarde, c'est vraiment comment va évoluer l'activité des chauves-souris selon le type de haie, en fait. Donc est-ce que la hauteur de la haie, si on a une haie plus haute, ça va être favorable au chiroptère? Est-ce que si on a une haie plus dense, c'est favorable, etc. Et du coup, je ne pense pas que là, pour étudier ce genre de choses, on puisse avoir de gros biais. Merci. Une dernière question.
question rapidement. Raphaël Colombo, Club JFI. J'avais une question pour Julien. Du coup, tu parlais au début de ta présentation du fait que le bridage en Allemagne se faisait non pas sur le pourcentage de pertes par rapport au porteur de projet éolien à l'exploitant, mais plutôt par rapport au nombre de cadavres, au nombre d'individus estimés en mortalité sous éolienne, donc c'était 2%. Est-ce que tu as fait ce travail-là en partant de ce principe-là, pour rester sur cette limite de 2 et de voir plutôt quel était le gain pour l'exploitant en restant sur cette limite-là en France, par exemple, de productivité en appliquant ton modèle? Donc c'est une démarche qui est un petit peu inverse, hein, mais peut-être qu'il pourrait aussi répondre à la question de Nathalie, qui était de se dire mais quelle peut être la limite et comment on peut fixer ça. Est-ce que ce serait pas plus intéressant de dire en fait notre limite c'est inacceptable d'être au-dessus de cette limite-là, et à partir de ce moment-là le bridage se fait pour rester sous ce seuil-là et de modéliser du coup pour chaque parc, ou voilà, et peut-être même par anticipation sur des études de conception de parc, de dire en fait la limite, si on veut rester sous cette limite de 2, le parc sera rentable ou pas, mais de se fixer un seuil qui sera acceptable. Enfin, c'est une démarche qui se passe. Ouais, dans Renegade, en fait, ils parlent vraiment d'une modélisation d'activité, mais c'est dans un second temps qu'ils font la transcription. Et en fait, c'est un peu une méthode parallèle. Donc, dans l'absolu, on pourrait la réappliquer pour obtenir un nombre de cadavres théoriques. Par contre, c'est quand même relativement complexe et j'ai clairement pas le temps. Après, j'étais parti du principe qu'il y a quand même 2 études là, relativement récentes qui montrent que l'activité française est quand même bien corrélée à la mortalité. Donc, pour la démonstration, en tout cas, ça ne changeait pas forcément grand-chose de cette manière-là. Par contre, je suis bien conscient que lorsqu'il va falloir passer dans l'opérationnel, je pense que dans la définition du seuil, ce sera, à mon avis, en termes de narratif, ce sera beaucoup plus efficace d'être sur un nombre max de cadavres par saison, par an, plus qu'une activité par an. Mais j'avoue que la modélisation en fait, qui permet de faire le lien entre activité et mortalité, elle est assez complexe, et en plus les équations elles reposent uniquement sur des données qui sont faites en Allemagne et pas sur un nombre de cadavres non plus très très important. Donc moi ça me questionne aussi sur le fait de multiplier les strates, on démultiplie aussi les sources d'erreurs. Donc bon, ça c'est une bonne remarque.